Fabrice Lorveau, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Fauve Numérique de la révolution au naufrage, point d'interrogation. Alors pourriez-vous nous présenter votre ouvrage s'il vous plaît? Et le numérique est un monde merveilleux qui a révolutionné complètement notre société et dans des proportions dont je crois nous n'avons pas encore pris l'exacte mesure. Mais il est vraiment caractérisé par l'ambivalence. C'est-à-dire que tout ce qu'il apporte d'extrêmement positif, et bien en même temps il a en lui un certain nombre de dangers dont il faut absolument se prémunir et malheureusement on ne peut pas traiter l'un sans faire disparaître l'autre. Donc Internet et les réseaux sociaux, tout ça ce ne sont que des outils et ces outils il faut apprendre à s'en servir. Alors ce qui est sûr c'est que ces outils ont entraîné une révolution fondamentale de notre société à tel point que notre vision du temps a été, notre perception du temps et notre rapport au temps a été profondément modifié par le numérique. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en relief dans cet ouvrage en distinguant les nouveaux rapports que nous avons avec le passé, avec le présent et maintenant avec le futur, puisque le numérique, comme nous le verrons, est en train de s'attaquer maintenant au futur. Alors, commençons d'abord par le passé. Alors, premier effet de la révolution numérique, c'est que le passé a disparu. Alors, on va d'abord rappeler un constat qui est un peu celui de l'évidence, c'est que aujourd'hui, une des grandes nouveautés de la révolution numérique, c'est que eh bien, vous allez procéder à ce qu'on appelle la publicisation de soi, c'est-à-dire que vous allez afficher votre vie privée sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour montrer que vous existez. Alors ça, c'est déjà une grande évolution au niveau du comportement, puisque toute la communication en France a été basée, depuis la Révolution française et depuis la liberté de la presse, a été basée sur le respect de la vie privée. C'est-à-dire que vous pouviez communiquer sur tout, sauf sur ce qui concerne la vie privée d'un individu. Or aujourd'hui, nous sommes dans la situation inverse, c'est que vous devez, pour pouvoir exister aujourd'hui dans notre société, eh bien, vous afficher votre vie privée et la partager avec vos amis et la terre entière, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, cette évolution du comportement eh bien, a pour corollaire le fait que ces données qui sont accessibles sur Internet, eh bien, aujourd'hui, elles sont impérissables et elles sont immédiatement accessibles. C'est la grande différence avec la donnée dans le passé, puisque dans le passé, le support eh bien, était notamment le papier, c'était un support fragile. Donc, ce que vous, entre guillemets, affichiez ou ce qui était dit, eh bien, allait disparaître, soit par disparition du support, soit par enfouissement du support, c'est-à-dire un journal succède à un autre journal, et donc ces données n'étaient plus accessibles. Or aujourd'hui, ces données sont impérissables avec le support numérique, et en plus elles sont immédiatement accessibles avec les moteurs de recherche. Et cette caractéristique technique du numérique, eh bien, va faire que le passé, qui portait en lui un rôle d'oubli, eh bien, ne va plus faire son travail et en conséquence, l'intégralité de votre vie privée va s'accumuler au fur et à mesure sur Internet ou dans le monde numérique et elle sera immédiatement accessible. Alors, et je pense notamment aux adolescents qui trouvent très amusant de s'exposer dans telle ou telle situation, eh bien, sachez que cette situation restera sur Internet, vous n'en aurez pas forcément le contrôle et eh bien, elle pourra être accessible et peut-être que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, ce qui devait attirer l'admiration de vos amis et de vos amis eh bien, pourra vous causer certains problèmes. Voilà. Donc, le passé aujourd'hui n'existe plus, la fonction d'oubli n'existe plus et donc il est extrêmement important d'apprendre à utiliser cet outil qui est Internet et c'est pour cela que, à mon sens, c'est l'école qui doit jouer un rôle fondamental
pour que, effectivement, les jeunes qui utilisent et qui s'exposent sur Internet eh bien, aient conscience, ou au moins qu'on leur apprenne la pseudo-dangerosité du numérique. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, donc, à la fois nous donne accès à beaucoup de connaissances, mais cette même connaissance pourra être utilisée par des tiers pour vous juger, pour vous évaluer, et généralement secrètement, pour avoir une opinion de vous. Donc quelque part, le numérique est en train de réintroduire une dimension morale qu'on avait essayé au fur et à mesure dans notre société de se détacher. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui veut louer un appartement et qui ne trouve pas, alors qu'il a pourtant toutes les garanties financières pour ce faire, tout simplement parce que effectivement maintenant les bailleurs vont regarder votre profil sur Internet, et si effectivement vous affichez des photos de fêtes monstrueuses, ils n'ont peut-être pas trop envie de louer votre appartement. Alors voilà donc cette première évolution au niveau du passé. Alors on pense bien évidemment au droit à l'oubli, mais alors il faut savoir que ce droit à l'oubli qui est vécu par les gens comme une sorte de création et une antidote à Internet, ce droit à l'oubli, c'est quand même ce qui a caractérisé notre civilisation depuis 6 000 ou 10 000 ans. C'est-à-dire que tout notre droit, au fur et à mesure des années, que ce soit dans le droit pénal ou dans le droit civil, eh bien, on a imposé au fur et à mesure l'oubli pour réguler effectivement des rapports au niveau de la société. Par exemple, que ce soit la prescription en termes d'action pénale ou la prescription acquisitive en termes de propriété, eh bien tout ça c'est un droit à l'oubli qui est imposé. Donc c'est un mécanisme qu'on connaît parfaitement. La difficulté c'est que aujourd'hui ce mécanisme, eh bien il n'est plus du tout, enfin la loi telle qu'elle est n'est plus du tout adaptée à l'outil numérique. Qui lui rend les données immédiatement accessibles et donc imprescriptibles. Dès lors que vous n'avez plus le contrôle du support, notamment du support papier, eh bien tout le monde qui a accès à Internet peut avoir donc accès à ces informations, parce que quelque part, c'est tout le monde et personne qui contrôle ces informations. Et donc, tout le travail du législateur actuellement, c'est d'essayer de créer ce droit à l'oubli, mais on avance à petites touches, c'est extrêmement difficile, et pour le moment, c'est extrêmement peu protecteur. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine prudence, et que cette prudence doit s'acquérir. Un outil, Internet ce n'est qu'un outil, et un outil, eh bien, on doit apprendre à s'en servir, et pour ça, à mon sens, c'est le rôle essentiel aujourd'hui de l'école d'apprendre à utiliser cet outil. La révolution numérique a eu aussi un impact sur le présent, parce que le fait que le passé ait disparu a rendu le présent immédiat et le présent permanent. Et là encore, la magie du numérique, c'est d'avoir accès à des tas d'informations ou de données de manière immédiate en provenance de n'importe où dans le monde, et c'est manifestement un réel progrès. Mais là encore, ce progrès porte en lui un certain nombre de dangers dont il faut se prémunir. D'abord, il faut avoir conscience que la donnée qui a toujours existé dans la chaîne de connaissances, eh bien, est devenue aujourd'hui la star de notre civilisation. Rappelons à grandes lignes que notre système d'appréhension de la réalité était basé sur la connaissance. La connaissance, c'est l'aboutissement d'une réflexion, d'une chaîne qui commence par l'obtention d'une donnée. De cette donnée, on en fait une information, et de cette information, on en tire une connaissance. Et c'est toujours la connaissance qui a eu les honneurs de notre civilisation, jusqu'à ce que l'information vienne la détrôner avec la révolution audiovisuelle à partir, qui a commencé d'abord par la liberté de la presse après la Révolution française, pour vraiment exploser dans la révolution audiovisuelle des années 80. Et aujourd'hui, cette information, elle est détrônée donc par la donnée,
mais cette donnée, généralement, c'est une donnée brute qui est quand même beaucoup plus pauvre que l'information, et l'information qui elle-même est aussi beaucoup plus pauvre que la connaissance. Et donc, il faut se méfier de cette abondance de données brutes qui nous submergent de manière quotidienne. Et là encore, il faut se réapproprier et prendre de la distance par rapport à ces données brutes. Et là, je pense encore au rôle éminent que doit jouer l'école pour réintroduire l'esprit critique, pour enseigner donc l'esprit critique, parce que sans esprit critique, on se fera submerger, déborder, noyer par un flux de données. Et ce, d'autant plus que la révolution numérique a en fait complètement bouleversé et détruit la hiérarchie de la connaissance. Car, encore un effet paradoxal, en permettant un accès immédiat à quiconque de la connaissance et en déversant des tas de connaissances et de données sur Internet, on est passé quelque part d'un savoir pyramidal extrêmement hiérarchisé et peut-être difficilement accessible, effectivement, mais un savoir qui est en ligne, mais qui est aussi en ligne au sens géométrique du terme, c'est-à-dire que tous les savoirs sont placés au même niveau. Et une des grandes difficultés aujourd'hui n'est pas d'acquérir le savoir, hein, parce que ce n'est pas parce que vous accédez au savoir que vous pouvez forcément l'acquérir, mais pour pouvoir l'acquérir, encore faut-il savoir avoir le bon savoir. Et malheureusement, dans le règne du numérique, tous les savoirs sont accessibles en même temps, il n'y a plus de hiérarchie. Et eh bien, on peut avoir accès aux très bons, mais aussi on peut avoir accès aussi aux très mauvais. Et donc, là encore, l'esprit critique va être la seule démarche qui va pouvoir nous permettre de ne pas justement sombrer dans le naufrage. Et là encore, l'école a un rôle primordial à jouer. Alors, dernier volet de notre voyage temporel, notre voyage dans le temps, c'est le futur. Et là encore, on s'aperçoit que le numérique est en train de s'attaquer au futur avec cette volonté de faire disparaître sa caractéristique qui est l'aléa. Pour cela, il faut déjà rappeler que nous sommes rentrés non plus dans l'ère uniquement de la donnée, mais celle donc de la data, mais celle du big data. C'est donc l'étape supplémentaire qui va permettre d'acquérir une nouvelle connaissance non plus en examinant la réalité comme on le faisait avant, mais en essayant d'apprendre à partir les enseignements dont on peut tirer d'un certain nombre de données sur le même sujet. Hein, et c'est ce qu'on appelle l'ingénierie inversée. Jusqu'à présent, un ingénieur qui voulait reproduire un phénomène naturel l'observait et en tirait des enseignements. On regarde un oiseau, on essaye d'en faire un avion. Aujourd'hui, on est dans cette ingénierie inversée, c'est-à-dire qu'on va constater la réalité et on va essayer d'accumuler le plus de données possible sur ce sujet et après, on va en tirer un enseignement. Et c'est l'étendue de cet enseignement qui doit aujourd'hui nous interroger, notamment dans le domaine du futur, puisque en examinant les données présentes, eh bien, on va essayer d'extrapoler pour essayer de prédire l'avenir. Alors, prédire l'avenir, lorsqu'il s'agit d'éviter un tremblement de terre, prédire une famine ou une épidémie, on ne peut que s'en féliciter dès lors que le but est bien de sauver le plus de vies humaines possible. La difficulté, c'est que on va, à l'aide d'algorithmes, d'essayer de prédire les comportements humains. Et c'est là où nous devons effectivement être extrêmement vigilants, parce que de plus en plus, notamment au niveau de la justice et de la délinquance, on a recours à des algorithmes pour essayer d'estimer, deviner le comportement d'une personne.
Alors nous ne sommes pas dans la science-fiction, c'est déjà la réalité, puisque aux États-Unis, il existe des algorithmes prédictifs qui permettent de fixer le montant d'une caution d'un délinquant et, plus inquiétant me semble-t-il, la probabilité de récidive de quelqu'un qui a été condamné et qui demande à être remis en liberté conditionnelle. Donc c'est cette tendance qui doit nous préoccuper parce que un algorithme, ce n'est qu'une chaîne d'information ou une chaîne de calcul fait par un ingénieur, et donc il doit modéliser le comportement humain. Mais est-ce qu'on peut vraiment modéliser le comportement humain? Pour ma part, je ne le crois pas. Pour certains, c'est possible lorsque on croit dans le déterminisme et dans le fait qu'il est possible de prévoir ce que, en fonction de son passé et de son présent, eh bien, ça permet de déterminer ce qu'on peut faire dans le futur. Voilà. Et donc, c'est effectivement cette tendance qu'il ne faut pas laisser, me semble-t-il, uniquement entre les mains des ingénieurs et des informaticiens, et que dans tout programme qui va prédire un comportement humain, il me semble indispensable de faire intervenir alors une entité qui sera déterminée. Est-ce une sorte de conseil national d'éthique? Est-ce une responsabilité qu'on peut laisser à la CNIL qui a déjà beaucoup travaillé sur le sujet? Mais ce qu'il faut, c'est que le secteur public, l'État, s'implique dans cette démarche pour pouvoir vérifier, discuter et pourquoi pas contredire eh bien, des modélisations qu'on ne peut pas laisser faire uniquement au secteur privé. Alors, peut-être que pour certains, la question de la délinquance ferait que ce n'est pas un sujet qui concerne tout le monde. Ces problématiques-là vont trouver des applications très rapidement, notamment dans la voiture connectée, puisque dans la voiture connectée, on va devoir programmer le comportement d'un véhicule. Alors, est-ce qu'on le fera en fonction de l'identité du passager, de l'identité du nombre d'enfants qu'il a, enfin toutes ces informations que l'ordinateur aura à sa disposition, tout simplement parce que si un jour, dans deux voitures autonomes donc, qui n'auront pas de conducteur, eh bien, elles se retrouvent face à face, laquelle devra aller dans le fossé? Voilà. Et ça, on ne pourra pas laisser à l'ordinateur le soin de répondre tout seul à cette question. Il sera donc programmé. Qui fera donc cette programmation et sous le contrôle de qui? Voilà, donc la révolution numérique s'attaque aujourd'hui au futur. Elle apportera probablement de bonnes contributions pour améliorer la condition humaine. Cependant, il faut que cette révolution eh bien, soit au service de l'homme et n'asservisse pas l'homme. Et pour ça, il faut vraiment qu'on réintègre une approche éthique et qu'on ne laisse pas uniquement une approche technique. Voilà les différents aspects que j'ai voulu mettre en relief dans cet ouvrage. Qui se veut optimiste, puisqu'effectivement c'est naufrage, point d'interrogation. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce numérique en fait n'est qu'un outil qui est créé par l'homme. Il faut apprendre à s'en servir et veiller systématiquement à ce qu'il ne porte pas préjudice à l'homme. Et les possibilités sont extrêmement nombreuses et c'est pour cela qu'il faut rester extrêmement vigilant.